On poursuit ce matin. On est avec notre député de Dubuc, qui est également adjoint parlementaire au premier ministre, M. Serge Simard. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour, François. Donc, on va se remettre à jour ce matin. Ça faisait un certain temps qu'on s'était vu, mais on va débuter avec le budget qui a été présenté dernièrement. Un budget qui vous avez qualifié d'avantageux pour la région. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Bien, il y a des choses intéressantes. Écoutez, il y a 32 millions de dollars pour la mise en place de la stratégie sur l'aluminium. S'il y a une région en aluminium, c'est bien la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Absolument. Ça va être intéressant. Vous avez aussi la stratégie sur la stratégie maritime. Écoutez, on a 2 ports dans notre ville, là, dans notre région, parce que c'est des ports régionaux. Donc, on peut tirer notre épingle du jeu là-dedans. Ça va être intéressant, effectivement. Ouais. Et puis, il y a des programmes pour favoriser la PME, c'est-à-dire la PME manufacturière. On continue les crédits d'impôt pour ce qui est des investissements dans le but d'améliorer, encore une fois, la production. Ça, c'est intéressant pour notre région parce que, faut bien se le dire, on est une région qui exporte beaucoup dans notre région. L'aluminium, la forêt, toutes sortes de choses. Mais on a des entreprises, des équipementiers qui, eux, font des produits. Ces produits-là sont exportés. Donc, à partir de là, vont pouvoir bénéficier des crédits d'impôt à l'investissement pour améliorer leur qualité de production et, bien sûr, leur production elle-même. Ça c'est intéressant. Ça crée des emplois. Ça nous met plus productifs et c'est ça qui va relancer notre budget. On a aussi des avantages au point de vue Logis Rénov'. Ça, c'est pour tout le Québec, mais les gens qui veulent rénover leur maison peuvent le faire et avoir nécessairement des diminutions d'impôts. Ça, c'est intéressant pour notre milieu. On a 284 millions de dollars pour la construction de nouveaux logements. Je vois souvent, on a quelqu'un ici dans notre région qui travaille très fort pour la construction de logements pour les gens moins nantis. Et Sonia, j'imagine qu'elle est contente de ça. Hein? Et prenons également, bien sûr, on a mis un programme, parce que moi, je pense à mon comté, là. On a mis un programme pour la mise en place de gîteleurs dans les différentes résidences. Donc, on sait personnellement que c'est jamais des grosses résidences, mais tout au moins, s'ils ont à s'assujettir à ces besoins-là, ils vont avoir des subventions gouvernementales et on ne fera pas mourir ces résidences-là. Parce que quand on demeure dans un petit milieu, on veut bien y demeurer parce que nos enfants sont là. Donc, si on est obligé de fermer ces résidences-là, ça aurait été regrettable. Il y a des mesures dans le budget pour aider ces résidences-là. Et bien sûr, la réparation et la continuation de nos infrastructures, on a aussi des mesures dans le budget. C'est bon pour notre région. Et au niveau des gens, maintenant, si on parle du monde, comme vous et moi, là. Bon. Oui. Il y a des diminutions d'impôts qui s'en viennent. Oui, il y a des diminutions d'impôts pour les entreprises parce qu'on veut qu'ils se redonnent de la liquidité pour être en mesure, justement, de créer des emplois, d'être plus compétitifs. Parce que lorsqu'on fait l'analyse sur un produit quelconque, on calcule toujours les impôts qu'on va payer. Donc, de là l'importance, justement, pour être plus compétitif, que le gouvernement nous aide à ce niveau-là. Diminution, encore une fois, des taxes au niveau de la taxe santé pour les entreprises, diminution de la taxe sur la masse salariale. Ça donne de la liquidité à l'entreprise. Et pour le monde ordinaire, diminution à toutes les années là, de la taxe santé. En bout de ligne, tout ça, là, ça va donner 1,7 milliard de dollars d'impôts des contribuables. 1,7 milliard, c'est intéressant, mais pour ça, il faut l'atteindre de l'équilibre budgétaire. On n'a pas le choix, on ne peut pas donner aux autres qu'est-ce qu'on n'a pas. Le gouvernement, ça a l'air d'être des martiens, ça, d'après le monde. Mais le gouvernement, c'est tous nous autres, ça. C'est vous, c'est moi, c'est votre père, votre mère, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre mononcle. C'est tous nous autres, les Québécois, notre gouvernement. Donc, à partir du moment où on atteint l'équilibre budgétaire, c'est tous nous autres qui vont en bénéficier. Et au fur et à mesure des années, vous allez voir, là, c'est des moments plus difficiles, mais au fur et à mesure des années, on va bénéficier de ce retour à l'équilibre budgétaire-là. Mais pour ça, il faut y travailler ensemble, il faut tous mettre l'épaule à la roue pour que les générations futures réussissent à gagner leurs sous, mais à les garder. Pas que ce soit le gouvernement toujours qui vient chercher. Parce que, François, dis-toi une chose, c'est que tantôt, il va y avoir un retraité pour 3 travailleurs. Avant, c'était 7 travailleurs pour un retraité. C'est complètement inversé et plus. Donc,
On a un défi démographique qui s'en vient. Il faut absolument qu'on corrige ça. Par quoi? Bon, par l'équilibre budgétaire, et puis après ça, pas dépenser plus qu'on gagne. Comme tous nous autres dans nos familles, si on dépense plus qu'on gagne, on sait ce qui arrive. Absolument. On tombe à faillite. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre par rapport à ce qu'on gagne et par rapport à ce qu'on dépense. Et c'est exactement ce que le gouvernement veut faire actuellement. On sait, on bouge beaucoup de choses, mais on a dit qu'on voulait le faire dans les 2 premières années. On l'a dit, on est en train de le faire. On sait qu'il faut repenser nos façons de faire. Il faut repenser nos façons de donner des services parce que c'était trop dispendieux. Il faut faire de grandes coupures au niveau des infrastructures administratives, je le dis bien. Pas dans les services, mais dans l'administration. Parce que vous comme moi, puis on le sait comment ça fiolait, on sait bien, ça prend du monde, puis on rajoute du monde, puis c'est toujours nous autres qui payent. Bien là, on veut qu'il y ait moins de monde dans l'administration, plus de monde dans les services, pour être en mesure d'avoir les moyens de les continuer, ces services-là. Le plus bel exemple, François, c'est au niveau des garderies. Hein? Moi, j'ai vu du monde qui sont venus faire des manifs. Chez nous, on a tous le droit de faire des manifestations. J'ai parlé avec ces gens-là. J'ai dit, ce que je trouve curieux, j'ai dit, c'est que les parents ne sont pas ici. C'est des travailleurs qui sont dans mon bureau. Ils ont le droit de le faire. Mais les parents, qu'est-ce qu'on veut, c'est être en mesure de garder ce service de garderie. C'est très important pour les jeunes familles d'avoir des garderies. Augmenter, encore une fois, les nombres de places. Mais pour ça, il faut changer nos façons de faire. On n'a plus les moyens de payer tous le même prix. Donc, ceux-là qui sont capables de payer un petit peu plus cher, ils le font. Mais avec la taxe, avec le retour du fédéral, ça leur coûte encore moins cher que ça leur coûtait avant. Mais tout au moins, les gens qui sont mieux nantis, on le sait, c'est par tranche, 50 000, 100 000, etc., sont en mesure de payer un petit peu plus cher, mais avec le retour du fédéral, ça leur coûte pas plus cher qu'avant. C'est ça, changer les façons de faire pour être capable de conserver nos services puis pas dépenser plus que l'on gagne. Donc, c'est ensemble qu'on va réussir à faire ça. C'est clair qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Et puis, les gens qui ont peur, bien, très souvent, ils font des manifestations. Mais tout au moins, les gens pour qui on travaille, là, ce sont plus souvent qu'autrement, on travaille pour les jeunes lorsqu'on veut atteindre l'équilibre budgétaire. Ces jeunes-là, ils sont très souvent en manifestation, mais pourtant, c'est pour eux qu'on travaille. C'est quand même surprenant, là. Et c'est eux qui vont bénéficier de ça plus tard, qui vont être en mesure, justement, potentiellement, de garder les mêmes tarifications au point de vue des études. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on est en équilibre, comme je disais, on est capable de donner certains services. Mais lorsqu'on n'est pas en équilibre budgétaire, on ne peut pas donner qu'est-ce qu'on n'a pas. Ça fait que le budget, là, il est tout tourner alentour de ça, augmenter véritablement les avantages pour créer des emplois au niveau des entreprises, diminuer les coûts de taxes et d'impôts pour les contribuables, parce que quand tu as plus d'argent dans tes poches, tu dépenses, tu fais virer l'économie, donc tu te mets l'épaule à la roue, puis toi aussi, tu fais partie de la solution. Créer le maximum de nouveaux emplois avec des projets que l'on a. Parlons d'Ariane Phosphate ici. Parlons de réparer nos infrastructures comme l'autoroute, on va en parler tout à l'heure. Parlons également, bien sûr, de la stratégie sur l'aluminium. Parlons de la stratégie au niveau maritime. Tout ça fait que, grosso modo, on veut qu'il y ait plus d'argent qui rentre à l'État en changeant nos façons de faire. On va être en mesure de s'assurer de conserver nos services d'éducation, de santé, etc. Et tout le monde, d'ici 2-3 ans, si l'on regarde la progression, on va être tous gagnants. Mais c'est ça le budget du Québec au moment où on se parle. Donc, c'est la situation actuelle, c'est ce qui arrive. On mentionnait les manifestations qui ont lieu. Donc, on entend beaucoup parler dans les médias ces temps-ci. Qui prennent une tournure particulière, là, différente, je dirais, de celle de 2012. Donc, mais quoi que dans la région, c'est pas... toute l'attention est portée sur Montréal, hein, souvent sur c'est Québec. là que les médias sont pour la plupart. C'est ça. Mais je pense que ça se déroule bien dans notre région, dans notre chez nous, à ce niveau-là. On va poursuivre tout de suite. On va changer complètement de sujet. On va parler du sommet économique régional qui s'en vient à Grand-Pont. On a déjà plusieurs mémoires qui ont été déposées pour l'occasion. Où est-ce qu'on en est? Exactement.
on avait évalué au début là, du comité aviseur, on avait évalué d'avoir à peu près 50 mémoires. On en a 90. Ouais. Donc, c'est pratiquement le double. Ça, c'est intéressant parce que ça fait c'est la démonstration de l'intérêt que les gens ont pour l'économie de notre région. Donc, à partir de là, il y a des équipes complètes qui sont en train de faire la lecture de ces mémoires-là. On a eu dernièrement, la semaine dernière, pour ne pas le dire, une réunion du comité aviseur. On a eu des rapports. Cette équipe-là fait la lecture de l'ensemble des mémoires. On va entrer, cette semaine, là, justement, on entre dans des périodes de consultation au niveau de chacune des MRC, au niveau des territoires. On va avoir aussi des consultations sectorielles par rapport quand on parle de secteur, on parle de l'aluminium, on parle de la forêt. On va avoir des consultations à ces niveaux-là. On va avoir une consultation régionale également. Donc, il va y avoir des présentations de différents mémoires à chaque fois qu'il va y avoir une soirée de consultation. J'invite la population, permettez d'inviter la population à assister à ces rencontres-là parce qu'on va expliquer toutes sortes de choses. Les gens qui ont écrit des mémoires vont venir faire je te dirais, l'explication de leur mémoire, le pourquoi du mémoire et qu'est-ce qu'on voudrait comme solution pour arriver aux objectifs qu'on va poursuivre. C'est ça qu'il va y avoir au niveau des consultations. Maintenant, par la suite, on va entrer dans la préparation du jour du sommet. Dites-vous une chose, tout ça s'en va comme dans un entonnoir. Il va y avoir, on parle des consultations. Ensuite, à la lecture de l'ensemble des mémoires, parce que tous les mémoires, je dis bien tout, là, les 90, il n'y a pas de sélection. Tous les mémoires vont être pris en compte pour la préparation du sommet. Donc, à partir de là, il va y avoir de la convergence au niveau de beaucoup de mémoires. On va dégager des priorités. Et par la suite, les jours de sommet vont être sur les priorités que la région a choisies. Encore une fois, on voulait que ce soit un sommet régional pour les gens, par les gens de la région. Donc, c'est exactement, ça a toujours été, c'est moi qui est en charge de ça, ça a toujours été ma première préoccupation, le sommet de la région par la région. Donc, ce sont des régionaux qui vont justement donner les sons de cloche pour arriver à cerner les problèmes, à cerner les propositions de solutions. Et la journée du sommet, ça va être véritablement pour la région, par la région. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Donc, une grosse journée à surveiller qui s'avère très intéressante. On va y aller rapidement à quelques petits sujets. Bien, petits sujets, c'est pas vrai. Mais... des gros, là. Oui, c'est des gros sujets quand même, mais on n'aura pas beaucoup de temps à développer dessus. Rapidement, au niveau du plan Nord, la semaine dernière, on sentait que la région est un peu exclue des démarches du nouveau plan Nord, 3e édition. Est-ce que la région va être impliquée? Absolument. Vous avez, parce que, bon, effectivement, ça a sorti dans le quotidien, je l'ai lu aussi, moi. Et puis, il y a eu une série de nominations au niveau de la Société du Plan Nord là, qui s'est faite dernièrement, dans les dernières semaines. Il y a d'autres nominations qui s'en viennent. Là. Il va y avoir un représentant régional. Pas d'inquiétude là-dessus. Là. C'est sûr qu'il va y avoir un représentant régional. Parce qu'on a une partie de la région qui est dans le plan Nord. On a des projets aussi qui sont dans le plan Nord. On a des équipementiers qui sont je te dirais, de tous les instants dans le nord du Québec parce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, rappelons-nous, dans les années où j'étais, en tout cas, au gouvernement, là, il y avait à peu près 4000 personnes de notre région qui travaillaient dans le Nord. Là. Donc, le plan Nord, j'aime pas ça dire ça, là, mais il y a un gouvernement qui n'y croyait pas, puis ils ont mis à ajouter dedans. Je ne fais pas de critique, puis c'est un constat. Là. Bon. À partir de là, il a fallu qu'on relance le plan Nord, chose qu'on a fait. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui travaillaient dans le nord du Québec, parlons des Fernand Gilbert, des Alfred Boivin, ces gens-là, ces travailleurs-là, on veut qu'ils y retournent travailler dans le nord. Certains vont dire, ça va avec le domaine minier. Non, non. Le plan Nord, c'est pas seulement des mines, là. C'est de l'hydroélectricité, c'est de la faune, de la flore, c'est des parcs nationaux, c'est des mines, oui, effectivement, mais c'est de la 2e et 3e transformation. C'est ça, le plan Nord. Donc, ce qu'on veut avec le plan Nord, c'est que les régions soient gagnantes, parce qu'on connaît bien c'est quoi une région. Vous savez, il y a beaucoup de gens de Montréal qui travaillent aussi dans des dossiers du plan Nord, parce qu'il y a des entreprises de Montréal qui sont impliquées dans le nord du Québec. Ça touche l'ensemble de la province. Ça touche l'ensemble de la province, mais ça touche surtout qui?
les régions du Québec, Ouais. les habitants des régions du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis la Gaspésie, la Côte-Nord. Ben, ouais. C'est tous des gens qui sont véritablement touchés par le plan Nord. Et lorsqu'il va y avoir de l'effervescence dans le Nord, lorsque les mines vont commencer, mais pour ça, il faut se préparer. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles on met la Société du plan Nord en place. Elle est commencée. Pierre Arcan l'a annoncé la semaine dernière. Et il y a 484 millions sur les 5 prochaines années pour que la société puisse être à l'écoute des besoins des régions. Juste un petit problème, juste une petite anecdote, François. Quand tu as 2000 travailleurs, hein, on va parler d'Havre-Saint-Pierre, là. Quand tu as 2000 travailleurs qui sont sur les chantiers de la Romaine, là, qui arrivent d'un coup sec, et puis qui veulent se faire soigner, eux autres, c'est pas beaucoup de monde, donc ils ont un petit dispensaire. Mais 2000 personnes supplémentaires qui, momentanément, peuvent être malades. Pas tout le monde en même temps, mais mettons 10, 15 par semaine. Ça vient bourrer le système de santé. Ouais. C'est ça que la Société du plan Nord va être à l'écoute pour essayer de minimiser les impacts sur les gens qui demeurent dans les milieux. C'est exactement ça. Être en avant des problèmes plutôt qu'en arrière pour essayer de les corriger. Ça fait que quand on est en avant des problèmes, tout se fait avec harmonie et la Société du plan Nord va faire des investissements pour éviter ça au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et au niveau des infrastructures routières, au niveau des infrastructures pour avoir accès aux ressources, etc. La Société du plan Nord va travailler en avant des problèmes et c'est exactement pour ça qu'elle est créée. Puis aussi, elle va engager des gens, elle va faire des projets et elle va faire travailler le monde dans l'ensemble des régions. Parce que le plan Nord, je le répète, là, c'est pour les régions du Québec. C'est comme ça que c'est. Donc, beaucoup de choses à surveiller à ce Absolument. niveau-là. Très, très, très rapidement, en terminant, l'autoroute 70, où est-ce qu'on en est? L'autoroute 70, dans le budget actuel, il y a 49 millions qui ont été votés pour continuer à partir de Chicoutimi à aller jusqu'à la ligne Bagotte. On va faire le tablier, les infrastructures sont pratiquement terminées, Oui. tout le monde les voit, là. Oui, c'est oui, pas, hein, c'est pas du vent, ce que je dis là. Donc, j'ai commencé ça, moi, lorsque j'ai été élu dans mon dernier mandat. Je le continue parce qu'à la ligne Bagotte, en 2017, à l'autoroute opérationnelle, on va débarquer, on va sortir de l'autoroute là. Donc, inauguration 2017. Exactement. Pour ce qui est de la phase, on appelle ça la phase 1 de l'autoroute actuelle, aller jusqu'à la ligne Bagotte. Ouais. Et bien sûr, on va travailler, là, je vous le dis tout de suite, là, je l'annonce, on va travailler après ça sur la phase 2, qui est ligne Bagotte-Labbé. OK. Ça, c'est indéniable. Les plans sont faits, les expropriations sont faites, mais il faut se le dire, c'est encore des investissements majeurs. Et on va travailler là-dessus, c'est clair. Mais là, on va finaliser justement pour éviter le trafic de la base militaire le matin, le soir, etc. C'est important. On le sait, il y a eu beaucoup d'accidents dans ce secteur-là. On va essayer, mettons, de régler ces problèmes-là. Et puis, la base militaire va être gagnante là-dedans. Les travailleurs de la base militaire vont être gagnants là-dedans. Les travailleurs de la baie qui doivent se déplacer vers Chicoutimi et qui arrivent dans ces bouchons-là vont être aussi bien servis. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on met l'emphase sur cette partie-là. Donc, phase 2 qui se termine en 2017. On continue de surveiller le dossier de très près. Monsieur Simard, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Nous, on se revoit certainement prochainement pour parler des dossiers à surveiller pour la saison estivale. Bien, j'espère. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bye, François.